Et si la clé de la libération de l'Afrique était déjà entre nos mains, si évidente qu'elle en devient invisible? Cette question, en apparence simple, renferme toute la complexité d'une histoire marquée par la dépossession, la résistance et par d'innombrables tentatives de renaissance. Trop souvent, ce qui nous libérerait est caché à la vue de tous, enfoui sous les récits imposés par ceux qui, depuis des siècles, ont fait du continent africain leur terrain de chasse, de domination et de profit. Depuis des siècles, un récit imposé enferme le continent. Pour les puissances impérialistes, l'Afrique n'a jamais été qu'un réservoir de richesses à piller, une terre d'esclaves à dominer. Derrière leurs discours, ils continuent à considérer nos terres, nos ressources et même nos vies comme leur propriété légitime. Ce regard persiste encore aujourd'hui, transmis par des institutions, des médias, des manuels scolaires écrits ailleurs, qui perpétuent l'image d'une Afrique à civiliser, à aider ou à exploiter. Ce mythe se perpétue, génération après génération. Dans les années 60, on a offert à l'Afrique des indépendances de façade, de nouveaux drapeaux, de nouveaux hymnes, mais jamais le vrai pouvoir. Le vieux système colonial s'est contenté de changer de visage, confiant la gestion des sous-préfectures à des dirigeants choisis, plus redevables à Paris, Londres ou Washington qu'à leur propre peuple. À titre d'exemple, au Congo, le renversement et l'assassinat de Patrice Lumumba, orchestrés en sous-main par des puissances occidentales, illustrent cette volonté de garder la mainmise sur les ressources et la politique du pays. Ces élites africaines, censées défendre la nation, se muent en relais des intérêts étrangers. Pour conserver quelques privilèges, elles sacrifient l'avenir de millions d'hommes, cèdent nos terres et nos richesses, tout en prêchant le progrès et l'investissement. Cette situation n'est pas unique à l'Afrique. On la retrouve dans l'histoire de l'Inde coloniale, où certains maharajas collaboraient avec l'Empire britannique pour préserver leurs privilèges, au détriment de la majorité du peuple. Pendant que l'Occident s'enrichit, nos pays stagnent parmi les plus pauvres du monde. Mais cette pauvreté n'est ni un hasard ni une malédiction. Elle est organisée, entretenue par un système de soumission et de collaboration. Tant que la majorité d'entre nous reste passive, nous assistons, impuissants, à la confiscation de notre avenir et de notre dignité. Regardons le cas du Nigeria. Malgré des décennies d'exportation de pétrole, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté, pendant que des multinationales engrangent des milliards à chaque baril extrait. Il est urgent de briser ce cercle. Réveiller les consciences, refuser que notre histoire soit dictée par d'autres, forger notre unité et réclamer la souveraineté, c'est le défi de notre génération. L'Afrique n'est pas démunie. Elle regorge de ressources naturelles et de talents humains. Ce qui lui manque, c'est la solidarité et la volonté commune de tourner la page de la domination. Prenons l'exemple du Rwanda. Après le génocide, le pays a réussi à rebâtir son économie en misant sur l'éducation, la technologie et la valorisation locale des ressources, illustrant qu'une volonté collective peut transformer le destin d'une nation. La question est claire. Laisserons-nous d'autres écrire notre destin, ou saisirons-nous enfin cette clé, si longtemps ignorée, pour ouvrir la porte de notre véritable indépendance? Mais à quoi ressemble réellement cette clé, et pourquoi est-elle restée invisible si longtemps? Pour comprendre, il faut plonger dans les mécanismes qui verrouillent encore notre liberté. Cela demande de décortiquer les rouages subtils hérités de la colonisation, mais aussi les pratiques modernes du néocolonialisme, souvent plus insidieuses encore que l'occupation militaire du passé. Depuis plus de 60 années, l'Afrique poursuit l'ombre d'une indépendance qui lui échappe toujours, mais derrière le rideau des discours officiels qui manipulent encore les fils. Pour saisir la réalité d'aujourd'hui, il faut remonter le cours de l'histoire et dévoiler la mécanique invisible d'une domination jamais vraiment rompue. On peut évoquer ici la fameuse France-Afrique, ce système d'influence, de réseaux secrets, d'arrangements occultes entre certains dirigeants africains et la France qui a permis de maintenir un contrôle sur les ressources stratégiques du continent, comme l'uranium du Niger ou le pétrole du Gabon. En 1960, une vague d'indépendance traverse le continent. L'euphorie est palpable, les drapeaux montent, les hymnes résonnent. Pourtant, cette liberté n'est, pour la plupart des pays, qu'une illusion savamment construite. Les anciennes puissances coloniales conservent le contrôle, en confiant les clés à des représentants locaux soigneusement choisis. Ces dirigeants, installés ou appuyés par l'Occident, gouvernent des sous-préfectures africaines où l'essentiel des décisions majeures se prend bien au-delà des frontières nationales. La zone franc, par exemple, lie encore aujourd'hui 14 pays à une monnaie, le franc CFA, dont la gestion repose en grande partie à Paris, limitant drastiquement leur autonomie monétaire.
Un syndrome s'installe, celui du maître. Les élites africaines, souvent formées dans les institutions occidentales ou fascinées par le modèle occidental, cherchent avant tout à obtenir l'estime de Paris, Londres ou Washington. Leur légitimité, leur prestige, leur sécurité semblent dépendre d'un regard venu d'ailleurs. On les retrouve investissant dans des villas européennes, envoyant leurs enfants dans les universités étrangères, se soignant dans les hôpitaux de l'ancien colonisateur, tout sauf bâtir une souveraineté authentique sur leur propre sol. Ce phénomène existe aussi en Amérique latine, où, dans les années 80, une partie de l'élite argentine préférait placer ses économies à New York ou à Genève, abandonnant le développement de leur propre pays. Ce scénario n'a rien d'un accident. Tout a été conçu pour organiser le pillage efficace des ressources africaines. Monnaie, économie, infrastructure, chaque rouage vise à extraire la richesse sans bénéfice pour les populations locales. L'uranium du Niger fait briller les lampadaires parisiens, tandis que Niamey s'enfonce dans la pénombre. L'or, le cacao, le coton et le pétrole s'envolent vers d'autres continents, laissant villages et villes sans écoles dignes, sans routes, sans hôpitaux. Au Ghana, l'exploitation du cacao enrichit les grandes compagnies occidentales, alors que les cultivateurs locaux vivent souvent dans la précarité, incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Cette razzia serait impossible sans la complicité de certains dirigeants locaux. Beaucoup accèdent au pouvoir grâce à l'appui discret de puissances étrangères, prêts à sacrifier l'avenir collectif pour une tranquillité personnelle et la bénédiction du maître. D'autres acceptent que des communautés entières soient déplacées pour installer de prétendus investisseurs, qui promettent un monts et merveilles, mais ne laissent que misère et terres abîmées derrière eux. Au Mozambique, par exemple, l'exploitation du gaz naturel a provoqué le déplacement de milliers de familles sans compensation réelle, tandis que les bénéfices s'évaporent à l'étranger. Laisser perdurer ce système, c'est condamner l'Afrique à une dépendance sans fin, à une spoliation permanente. C'est accepter que les générations à venir grandissent sur un continent dépouillé de ses ressources et de sa fierté. Pourtant, tout n'est pas joué. Identifier la racine du problème est la première étape pour reprendre la main. C'est ce qu'ont compris certains pays asiatiques comme la Malaisie ou la Corée du Sud, qui ont su, dans les années 70, se dégager de la tutelle coloniale en investissant massivement dans l'éducation et l'industrialisation locale, plutôt qu'en exportant simplement des matières premières. Mais d'où vient ce système et qui en profite vraiment ? Pour le comprendre, il faut décrypter les rouages secrets de la domination post-coloniale. Il existe tout un arsenal de dispositifs. Accords de coopération déséquilibrés, entreprises mixtes où l'État africain ne détient qu'une part symbolique, systèmes fiscaux avantageant les multinationales, pression diplomatique, voire intervention militaire déguisée en opération de maintien de la paix. Pourquoi tant de pouvoirs africains se retournent-ils contre ceux qu'ils devraient néfrement défendre ? Derrière chaque signature luisante sur un contrat minier, chaque poignée de main autour d'un accord pétrolier, se trame une mécanique implacable. Des élites accaparent les richesses, puis expéditent les profits le bien loin, laissant leur peuple démuni. L'affaire Panama Papers a révélé que de nombreux dirigeants africains plaçaient des sommes colossales dans des paradis fiscaux, détournant ainsi des fonds qui auraient pu servir à bâtir des écoles ou des hôpitaux. L'argent s'évapore hors du continent. Les enfants restent sans école, les hôpitaux manquent de médicaments, tandis que ces dirigeants se soignent à Londres ou à Genève et achètent dans des résidences luxueuses à Paris. À la maison, rien ne se construit, rien ne guérit. En Guinée, par exemple, malgré l'abondance de bauxite, une grande partie de la population vit sans eau potable, faute d'infrastructures publiques. On nous vante les bienfaits d'investisseurs étrangers. Mais que valent ces soi-disant investissements quand, pour chaque mine ouverte ou champ pétrolier exploité, des milliers d'hommes et de femmes sont chassés de leurs terres ancestrales ? Sous le masque de la modernité, l'eau, l'or, le pétrole, même la terre deviennent des marchandises. Mais qui récolte vraiment les bénéfices ? Au Kenya, des communautés entières ont vu leurs terres confisquées pour l'installation de grandes fermes commerciales, alors que les profits alimentent des comptes à l'étranger. Les routes, les rails, les ports surgissent non pour relier villages ou familles, mais pour exporter la richesse brute, du cœur de l'Afrique vers des métropoles lointaines. Le Niger, fournisseur d'uranium pour la France depuis plus de 40 années, demeure plongé dans l'obscurité. Là-bas, des millions vivent sans électricité, tandis que Paris brille de mille feux. Cette logique rappelle celle des colonies espagnoles d'Amérique latine, où l'or et l'argent des Andes étaient extraits pour financer la grandeur de Madrid, laissant derrière eux des sociétés appauvries. Ce système n'est pas une fatalité. Il repose sur une architecture verrouillée.
des partis façonnés pour plaire à l'extérieur, des élections surveillées par des observateurs venus de loin et des gouvernements avides d'applaudissements à Bruxelles ou à Washington plutôt que chez eux. Les élites deviennent courtiers du pillage. Chaque signature coûte des décennies de développement, d'espoir, d'avenir. Au Soudan, le pétrole a longtemps été exploité par des compagnies étrangères sans que la population ne profite de ses revenus, la majorité des bénéfices étant transférés hors du pays. Le prix à payer est immense. Génération après génération, les ressources s'évanouissent, l'avenir s'assombrit, la jeunesse est condamnée à l'exil ou à la résignation. La dépendance s'installe, la dignité s'effrite. Le piège se resserre, mais la résistance sourde grandit. Des voix s'élèvent, des mouvements citoyens surgissent, les masques tombent. C'est ce que l'on a vu au Sénégal avec le mouvement Y en a marre qui mobilise la jeunesse contre la corruption et pour la justice sociale. Face à cette dépossession, une nouvelle génération réclame le droit de choisir son destin. Le réveil citoyen annonce peut-être la fin d'un cycle et l'aube d'une souveraineté retrouvée. Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique. Souvenons-nous de la révolution tunisienne de 2010, où la jeunesse a renversé un régime sclérosé, ouvrant la voie à une dynamique de changement dans toute la région. Quand un peuple se lève, l'histoire vacille. Le prix à payer reste incalculable. Dans le Sahel, une jeunesse audacieuse s'empare du destin commun. Du Burkina Faso au Mali, sans oublier le Niger, des voix s'élèvent pour réclamer la souveraineté authentique, celle qui refuse le joug des puissances étrangères et l'humiliation de la dépendance organisée. Ces mobilisations rappellent celles des années 50, où les peuples africains, lassés de l'oppression coloniale, ont organisé des grèves, des marches et des mouvements de désobéissance civile pour imposer leur volonté. Mais cet espoir dérange. Face à la montée de cette conscience collective, les anciennes puissances coloniales, secondées par leur réseau d'influence et des mercenaires, répliquent avec brutalité. Désinformation, sabotage économique, assassinats ciblés, attaques politiques, tous les leviers sont activés pour briser l'élan, pour maintenir l'Afrique dans le rôle de spectatrice impuissante à son propre destin. L'assassinat de Thomas Sankara, leader charismatique du Burkina Faso, a marqué les esprits, rappelant que l'audace africaine dérange ceux qui profitent du statu quo. Pourtant, une nouvelle solidarité émerge. L'Alliance des États du Sahel, refusant toute ingérence, esquisse une stratégie inédite. Les peuples s'entraident, partagent ressources et expériences, bâtissent des ponts entre nations africaines, loin des vieux schémas imposés de l'extérieur. La résistance prend la forme du rejet des accords inéquitables et d'une volonté de construire une économie enfin tournée vers les Africains eux-mêmes. Ainsi, l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vise à renforcer les échanges intra-africains, à créer des emplois localement et à diminuer la dépendance envers l'Europe ou la Chine. C'est un combat pour l'indépendance véritable, où chaque victoire s'arrache de haute lutte. Mais cette marche reste fragile. Les fractures internes, souvent exploitées par des intérêts étrangers, menacent la cohésion retrouvée. La moindre faille et la plus petite division peut rouvrir la porte aux manipulations, à la violence ou même à la guerre civile. Le spectre des assassinats plane sur les nouveaux leaders, pendant que les populations endurent parfois des répressions cruelles. En Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010 a montré comment les divisions internes pouvaient être exacerbées par des interventions extérieures, plongeant le pays dans la violence. Pourtant, le choix demeure, rester divisé et perpétuer la spirale de la soumission, ou s'unir pour forger une Afrique souveraine, fière de son identité et maîtresse de ses ressources. À ce tournant de l'histoire, des opportunités inédites surgissent. Redéfinir l'avenir, restaurer la dignité collective et inventer un modèle de prospérité réellement partagé. L'expérience du Botswana, qui a su négocier de façon ferme avec les compagnies minières, montre qu'une gestion rigoureuse et transparente des ressources peut profiter à la société entière. La clé, c'est l'unité. Refuser la haine et la division, bâtir des alliances sur le respect et l'intérêt commun, et ne jamais céder à la résignation. Car chaque citoyen, chaque voix, chaque geste de solidarité compte pour transformer ce rêve d'une Afrique forte en réalité. Dans les années 50, les conférences panafricaines, de Manchester à Accra, ont permis de poser les bases de cette unité, inspirant les mouvements de décolonisation sur tout le continent. Mais alors que la lumière de l'espoir grandit, l'ombre des menaces se rapproche. Jusqu'où les peuples pourront-ils tenir face à la tempête qui s'annonce ? Les pressions extérieures, les menaces de sanctions économiques, les campagnes de désinformation, tout est mis en œuvre pour décourager et diviser. Mais l'histoire montre que la ténacité et la solidarité des peuples peuvent triompher,
comme l'a illustré la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui a fini par faire plier l'un des régimes les plus répressifs du XXe siècle. Changer l'Afrique, c'est commencer par chaque geste, chaque décision. L'histoire a déjà montré le prix de l'inaction. Des leaders anéantis, des rêves piétinés, des peuples abandonnés. Mais aujourd'hui, une nouvelle page peut s'ouvrir, si chacun choisit de s'engager, vraiment. Le boycott des produits ou des entreprises qui exploitent le continent sans rien y laisser, l'achat local, le soutien aux PME africaines, sont autant d'actions concrètes à la portée de tous. La première urgence, c'est la protection de nos leaders courageux. Ceux qui osent défier l'ordre établi savent ce qu'ils risquent, la diffamation, la prison ou pire, la mort. Il est vital de refuser de les laisser seuls face à la machine, de dénoncer publiquement chaque intimidation, de soutenir sans faille ceux qui placent le peuple avant leur propre sécurité. La mobilisation populaire, comme lors de l'arrestation de Nelson Mandela, peut mettre la pression sur les systèmes oppressifs et empêcher la disparition de leaders emblématiques. Mais protéger nos leaders ne suffit pas. Il faut bâtir des institutions africaines solides. Nos banques, nos armées, nos infrastructures doivent servir nos communautés et non les intérêts étrangers. Cela passe par l'investissement dans notre éducation, le renforcement de nos universités, le développement de nos industries locales et la fin de l'exode des cerveaux. La Corée du Sud, dans les années 70, a fait le choix d'investir massivement dans l'éducation et la recherche, permettant à une génération de scientifiques, d'ingénieurs et d'entrepreneurs de transformer le pays en puissance industrielle. Il est temps de sortir du cycle de la dépendance. Cessons de tendre la main pour des prêts empoisonnés ou des aides conditionnées qui nous enchaînent. L'Afrique regorge de ressources, mais tant que nous ne les valorisons pas nous-mêmes, d'autres continueront à les exploiter et à imposer leur agenda. Investissons localement, créons des entreprises africaines, encourageons l'épargne et l'investissement au sein de nos propres communautés. Au Kenya, la banque mobile M-Pesa a permis à des millions de personnes d'accéder aux services bancaires, stimulant l'économie locale et l'innovation. L'unité régionale n'est pas un simple slogan, c'est une question de survie. Soutenir les initiatives d'intégration, que ce soit dans l'agriculture, l'énergie ou les télécommunications, nous permet de peser davantage et de négocier d'égal à égal. Lorsque les peuples s'unissent, ni la monnaie, ni les frontières, ni les langues ne peuvent durablement les diviser. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a par exemple permis d'harmoniser des politiques agricoles et de faciliter la circulation des personnes et des biens. Mais le moteur du changement, c'est la responsabilité citoyenne. Refusons d'être complices par notre silence, notre cynisme ou notre résignation. Chaque citoyen, chaque étudiant, chaque entrepreneur a un rôle à jouer. Voter, s'informer, questionner, dénoncer la corruption, soutenir les médias indépendants, privilégier les circuits courts et transmettre ces valeurs à la génération suivante. Dans les quartiers de Dakar, d'Abidjan ou de Kinshasa, des associations citoyennes s'organisent pour surveiller les élections, distribuer du matériel scolaire ou promouvoir l'agriculture urbaine. Si nous laissons passer cette chance, la fenêtre se refermera et les prochains leaders courageux risqueront de disparaître comme les précédents. L'histoire ne pardonne ni l'immobilisme des élites, ni celui des peuples. L'exemple du printemps arabe montre que, si l'élan révolutionnaire n'est pas soutenu par des institutions solides et une mobilisation citoyenne continue, les anciens systèmes peuvent rapidement reprendre le dessus. Voici comment, dès aujourd'hui, chacun peut répondre à l'appel de l'histoire. S'engager dans des coopératives, participer à des débats publics, soutenir les jeunes entrepreneurs, investir dans l'éducation des filles, ou même simplement refuser de verser des pots de vin sont autant de gestes qui, cumulés, changent la donne. Les petites victoires accumulées finissent par transformer la société. Mais prendre position exige aussi de comprendre les pièges et les méthodes utilisées par ceux qui veulent maintenir l'Afrique sous tutelle. Il faut dévoiler les stratégies de manipulation pour mieux s'en libérer. Les campagnes de désinformation, la division orchestrée par l'ethnicisme ou l'entretien de conflits locaux servent trop souvent à détourner l'attention des vrais enjeux et à affaiblir les mouvements de résistance. L'histoire du continent africain ne s'écrira pas sans votre engagement. Chacun porte un fragment de cette histoire, une voix, une énergie capable de transformer la trajectoire du continent. Abandonner ce combat aux seuls décideurs ou espérer un sauveur, c'est offrir notre avenir à ceux qui exploitent et trahissent l'Afrique depuis bien trop longtemps. Comme le disait le poète Aimé Césaire, « Il n'est pas vrai que nous ne pouvons rien. Il n'est pas vrai que nous devons nous taire. Nous sommes à l'aube d'un tournant crucial. Si nous restons passifs, le risque est colossal. Voir la spirale du pillage, de la soumission et de l'humiliation se perpétuer.
des générations entières pourraient encore être sacrifiées sur l'autel de la cupidité et de la lâcheté. L'exemple du Zaïre sous Mobutu, où des décennies de mauvaise gouvernance ont ruiné un pays pourtant riche, doit servir d'avertissement. Pourtant, il ne s'agit pas de céder au fatalisme ou de se limiter à l'indignation. Le continent a maintes fois démontré sa force d'adaptation, sa créativité et sa détermination à renaître dans l'adversité. Aujourd'hui, une génération nouvelle de leaders, d'activistes, de citoyens se lève, réclamant justice, équité et dignité. Des femmes entrepreneurs, des innovateurs dans la tech, des agriculteurs visionnaires, des artistes engagés, tous participent à la construction d'une Afrique nouvelle. Ce réveil ne dépend pas uniquement des figures connues, il prend racine dans chaque village, chaque quartier, dans tous ces foyers où l'on refuse désormais de courber l'échine. Il se concrétise quand nous exigeons la transparence dans la gestion des ressources, rejetons la corruption, combattons les complicités toxiques et soutenons l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat local. À Lagos, la start-up Andela forme des développeurs qui travaillent pour le monde entier, prouvant que le talent africain n'a pas de frontières. Ceux qui souhaitent maintenir l'Afrique dans la faiblesse et la dépendance misent sur notre division, notre silence, notre résignation. Mais l'histoire a prouvé qu'un peuple uni par la conscience et la solidarité est invincible. Ensemble, nous pouvons refuser le statu quo, briser les chaînes imposées par des puissances étrangères et leurs relais locaux. Le mouvement anti-apartheid, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie ou encore la résistance du peuple éthiopien face à l'invasion italienne sont autant de preuves de cette résilience africaine. Ne sous-estimez jamais votre influence. Chaque geste compte, s'informer, éveiller les consciences, voter avec lucidité, dénoncer l'injustice, soutenir les initiatives citoyennes, exiger des comptes. Notre force collective effraie ceux qui profitent des failles du système. En Ouganda, le mouvement des Boda Boda, mototaxi, s'est organisé pour défendre les droits des travailleurs et exiger de meilleures conditions auprès des pouvoirs publics. Au bout du compte, l'Afrique de demain sera celle que nous aurons le courage de bâtir aujourd'hui, main dans la main, sans jamais céder ni au découragement, ni à la haine. Vigilance, entraide et persévérance seront nos meilleures armes pour garantir à nos enfants un continent libre, prospère et respecté. Car l'histoire ne demande qu'à être écrite par ceux qui osent rêver et agir. La responsabilité qui pèse sur nous est immense, mais l'espérance l'est tout autant. Refusons de répéter les fautes du passé. Prenons notre destin en main, ensemble. Le regard du monde est tourné vers nous. Soyons dignes de notre histoire. C'est ainsi, pas à pas, main dans la main, que la clé de la libération cessera d'être invisible pour éclairer tout un continent.